Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire qui concerne le lancement du guide sur l'intervention en lien avec l'usage et la dépendance aux substances psychoactives pour les milieux d'hébergement des personnes en perte d'autonomie. Aujourd'hui, pour présenter les grandes lignes de ce guide, nous avons Laurence Darcy, qui est chargée de projet à l'IUD et une des auteurs principales du guide. Vous avez à voir le lien dans le chat pour suivre au sein du guide au cours de la présentation, mais ce n'est pas une nécessité. Et on vous invite à prendre des notes, des questions en notes en fait au cours de la présentation. Nous allons prendre toutes les questions à la fin de la présentation. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne présentation. Donc, bonjour à tous. Vous voyez bien, j'imagine, la présentation qui vient d'être placée à l'écran. Donc, c'est moi qui vais avoir l'honneur de vous présenter un travail qui a été collectif, hein. Bien sûr, c'est moi qui le présente, mais c'est un travail qu'on ne peut pas faire seul, qui a été fait à plusieurs. Donc, je veux remercier les deux co-auteurs avec qui, mes deux complices avec qui on s'est rencontrés à toutes les 2 semaines pour avancer la rédaction du guide. Donc, Frédéric Marie et Lynn Landry, là, sans eux, ce travail-là n'aurait pas été possible. Donc, je tiens vraiment à les remercier pour leur engagement par rapport au projet. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu le contexte. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on s'est dit que ça serait une bonne idée de faire ce guide-là? Donc, d'où c'est parti. Je vais vous montrer un peu comment il a été réfléchi et construit avec les éléments qui sont contenus dans la table des matières. Puis, finalement, on va aller voir aussi les principes clés tu sais, qui ressortent de ce guide-là. Et je vais vous présenter deux outils qui sont mis en annexe que vous pourriez utiliser dans vos équipes. Puis, on va finir par la période de questions. Donc, il y a des gens aussi qui nous ont aidés à la révision puis à la collaboration au contenu. Donc, il y a Vincent Wagner, qui est chercheur à l'Institut universitaire sur les dépendances, qui a fait mener plusieurs recherches au niveau du vieillissement et de l'usage de substances. Il y a Nancy Dubo et Mariam Leduc des directions SAPA du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Il y a Dr. Alexandra Sammartino-Arbour qui a révisé toute la partie euh, médicale, donc elle est interniste et gériatre. Et finalement, Annie Brouillette, conseillère en éthique du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, qui a également contribué au contenu puis nous a aidés dans la révision. Et je tiens à remercier aussi Valérie Garceau, Vanessa Ruel-Champagne et Judith Assonneau de la Direction des services en dépendance et itinérance du ministère de la Santé et des services sociaux qui ont lu attentivement ce guide-là, qui l'ont commenté, qui nous ont permis là, de l'amener encore plus loin. Donc, vraiment un grand merci à elle. Donc, si on va voir un peu le contexte et la structure du guide. Ben, vous n'êtes pas sans surprise quand je vous dis que le nombre de résidents qui font usage de substances psychoactives, donc SPA, ça concerne toutes les substances qui ont un effet sur notre système nerveux central. Donc, on parle d'alcool, de cannabis, d'autres drogues. On peut rentrer là-dedans aussi des médicaments, comme par exemple les benzodiazépines, les opioïdes. Et donc, on a une augmentation du nombre de personnes qui font usage dans les milieux d'hébergement, puis aussi la complexité des profils dans les milieux d'hébergement pour personnes en perte d'autonomie. On a des gens qui, tu sais, sont vieillissants, qui sont en perte d'autonomie, mais on a aussi des gens, tu sais, qui peuvent être très jeunes, qui ont un trauma crânien, par exemple, et qui se retrouvent dans ces ressources puisqu'ils sont en perte d'autonomie. Donc, on a vraiment une variété au niveau de la clientèle, puis on a des profils de plus en plus complexes avec une multitude de troubles cognitifs, notamment, puis d'enjeux psychosociaux. Ces personnes-là sont malheureusement très stigmatisées dans ces milieux-là. Il y a des enjeux aussi de sécurité et de qualité des soins auprès de cette clientèle-là. Et ça représente un défi pour les équipes. Donc, les équipes vont souvent ressentir un sentiment d'impuissance, ils vont sentir de l'incompréhension, ils ont l'impression que la personne, elle s'auto-détruit, puis ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'elle ne ferait pas juste arrêter de consommer, puis tout pourrait bien aller. Donc, dans leur tête, c'est un peu ça qui se passe, ils sont découragés, puis ça peut mener aussi à de l'épuisement. Donc, l'idée face à ce constat-là, ça a été de se dire, ben, les milieux cliniques ont besoin de soutien en lien avec cette thématique-là. Et le projet de recherche euh, BSPA, qui a été dirigé par Vincent Wagner, chercheur à l'Institut, a vraiment démontré que les milieux cliniques n'ont pas les outils ou les connaissances qu'on a dans les services en dépendance. Donc, l'idée, c'était vraiment de traduire les concepts de base qu'on a en dépendance à ces milieux-là, à cette clientèle-là qui ont des particularités. Donc, on a voulu transposer les connaissances
scientifiques, mais aussi les meilleures pratiques en dépendance. Donc, tout le savoir clinique est dans ce guide-là. On a voulu qu'il soit pratico-pratique, puis qu'il s'adapte bien à un contexte d'hébergement pour personnes en perte d'autonomie. On a travaillé de façon très itérative au niveau de l'écriture. Donc, on a consulté les professionnels tout au long de l'écriture. On a réécrit plusieurs fois le guide. On a fait des validations, comme je vous ai dit, scientifiques, médicales, cliniques, éthiques, par plusieurs experts qui vous auront d'abord été présentés. Puis, c'est sûr que plus on travaille sur un guide, pour ceux qui le savent, ben, plus on voit toujours le potentiel qui soit amélioré. Fait qu'à un moment donné, il fallait comme sortir quelque chose. Ça faisait longtemps qu'on travaillait là-dessus. Donc, ça, c'est la première édition. Euh, c'est pas parfait. J'aimerais ça, bien sûr, qu'il y ait d'autres éditions par la suite qui nous permettent de pousser certains concepts plus loin, mais c'est déjà une première base en français qui est disponible et qui s'adapte bien à notre réseau de la santé québécois. Donc, voici de quoi a l'air le guide. Donc, à qui ça s'adresse le guide? Donc, c'est vraiment pour tous les intervenants qui travaillent auprès des personnes qui font usage de substances psychoactives en hébergement, qui aient ou non une dépendance. Donc, que ce soit la personne qui consomme 3 bières le vendredi ou la personne qui consomme 12 bières à tous les jours, ça s'adresse, c'est pour les intervenants qui travaillent auprès de ces personnes-là. Donc, là-dedans, on va avoir des infirmières, des éducateurs, des travailleurs sociaux, des préposés aux bénéficiaires, des psychologues. On peut avoir aussi des intervenants en loisirs, on peut avoir des gens en cuisine qui vont avoir le goût de lire ce livre-là, ce guide-là, puis qui vont trouver ça utile de mieux comprendre la philosophie d'intervention là, qui est mise en place. Donc, on a vraiment essayé de le faire pour qu'il soit le plus vulgarisé possible puis le plus facilement compréhensible pour une multitude là, de professionnels. L'objectif du guide, c'est vraiment donner des points de repère, donner des orientations quand on se retrouve face à différentes situations, puis avec une approche qui est très respectueuse, humaniste, pragmatique, donc très réaliste et collaborative. Donc, je vous dirais que c'est vraiment ça là, qui se dégage de l'ensemble du guide. Donc, le guide est divisé dans différentes sections. Donc, il y a le préambule qui est important à lire avant d'utiliser le guide. Puis ensuite de ça, les différentes sections pourraient être lues de façon indépendante. Donc, c'est pas un guide que vous avez à lire de la page 1 à la page 40 quelques pour être capable de bien comprendre. Donc, il a été vraiment réfléchi pour que quelqu'un ouvre la table des matières puis se dirige vers le chapitre ou la section qui l'intéresse. Donc, on a le préambule que je vous conseille de lire, peu importe les autres sections que vous regardez après. Les principes généraux de l'intervention, là-dedans, on a la posture de l'intervenant, on a comment on intervient par rapport à la consommation, etc. Ensuite de ça, on a des principes d'intervention lors de situations particulières. J'y reviendrai sur c'est quoi les situations particulières qu'on traite dans le guide. On a une liste de références et de ressources à consulter, puis on a mis les hyperliens pour que vous puissiez plus facilement les retrouver. Et finalement, en annexe, il y a 2 outils d'intervention à compléter que je vous présenterai. Donc, si on regarde les situations particulières dont on parle dans le guide, on parle de les moments où est-ce que la consommation de la personne va faire obstacle aux soins. Donc, par exemple, que ça soit donner des soins d'hygiène, que ça soit de faire des accompagnements, peu importe le type de soins, la physiothérapie, etc. Ça peut être il y a des substances psychoactives qui sont trouvées dans l'enceinte de l'établissement. Donc, par exemple, quelqu'un sort à l'extérieur, trouve un sac avec une petite poudre blanche à l'intérieur, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On parle aussi d'usage de cannabis médical. Donc, c'est quoi qui encadre le cannabis médical au Canada? Puis, comment procéder là, au niveau de la documentation dans le dossier du cannabis médical? C'est quoi les différentes options qui existent aussi au niveau du cannabis médical? On parle de qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a une intoxication avec un comportement perturbateur. Donc, un comportement perturbateur est un comportement qui est dérangeant, mais qui n'amène pas un danger imminent. Donc, ça peut être, par exemple, la personne urine sur elle-même puis ne veut pas changer. Ou la personne crie dans la ressource puis ben, elle n'a pas le goût de se taire. Après ça, on parle de l'intoxication avec un comportement agressif, ou est-ce que là, ça représente quand même un danger pour le personnel et les autres résidents, et même des fois pour la personne elle-même. Ensuite de ça, on parle de surdose. Donc, c'est quoi les situations qui sont le plus à risque, auxquelles il faut faire attention, notamment suite à une hospitalisation, la tolérance des personnes aux substances, donc s'ils deviennent
dans le fond, ils perdent leur désensibilisation qu'ils avaient acquise aux substances. Ils deviennent plus sensibles aux substances, puis c'est une période qui est plus à risque au niveau de la surdose. Donc, on parle de différentes situations comme ça. On parle des signes observables. Donc, comment je peux suspecter qu'une personne est possiblement en surdose. Donc, comment je le vois selon les différentes substances psychoactives. Puis, qu'est-ce que je dois faire dans ce temps-là? Donc, c'est des principes qui sont vraiment généraux. Ça ne se substitue pas aux protocoles qui sont déjà établis dans l'organisation, mais c'est vraiment des notions de base là, sur le basic à faire à ce moment-là, si jamais on n'a pas de protocole. Ensuite de ça, il y a une section sur les sevrages. Donc, comment ça se manifeste, c'est quoi les symptômes observables. Puis, on donne quelques informations de base à connaître sur les sevrages. On va passer aux éléments clés du guide. Donc, dans l'introduction, le préambule, une chose qui est à toujours garder en tête, c'est que ce genre de guide-là, ben, ça ne peut jamais être une recette miracle. Tu sais, on aimerait ça, là, que ça nous dise exactement qu'est-ce qu'on doit faire pour que tout fonctionne, mais c'est pas ça. C'est vraiment un soutien qui demande à être adapté à chacune des situations, à chacune des personnes, à chacune des milieux. Donc, c'est vous qui êtes l'expert de votre milieu, puis c'est vraiment des pistes. Donc, il faut vraiment le voir comme des suggestions et non des obligations. Un autre élément qui est important, c'est que l'intervention qu'on va faire, elle doit tenir compte de différents paramètres. Elle doit trouver un équilibre satisfaisant entre la liberté et les droits individuels. Donc, la personne a le droit de consommer, la sécurité de la personne et d'autrui, donc que ce soit le personnel, que ce soit les autres résidents. Donc, tout le monde doit se sentir en sécurité. Puis, elle doit aussi tenir compte du maintien de la santé physique et mentale. Donc, il faut vraiment trouver un équilibre là-dedans. Puis des fois, quand on travaille en santé, on a tendance à surestimer l'importance du maintien de la santé physique et mentale et la sécurité au détriment des libertés et droits individuels. Donc, l'idée ici, c'est qu'il faut prendre en considération ces trois grands pôles-là qui peuvent des fois, tu sais, s'opposer puis être en tension. Autre élément aussi à garder en tête, c'est que ben, notre milieu a des capacités et a des limites. Donc, des fois, la solution idéale qui permettrait à la fois de respecter la liberté, les droits individuels, le maintien de la santé physique et mentale, puis la sécurité de la personne et d'autrui, ça serait par exemple d'avoir un site de consommation supervisée dans notre établissement. Mais peut-être qu'on n'a pas les ressources humaines, puis peut-être qu'on n'a pas l'espace pour pouvoir instiller ça. Puis l'autre élément à prendre en considération, c'est le cadre légal et réglementaire. Donc, ça prend une exemption à la loi sur les substances, là, la loi canadienne, donc pour pouvoir faire un site de consommation supervisé. Donc, il y a ça aussi à prendre en considération. Donc, ça nous demande d'être très créatif, ça nous demande de réfléchir en équipe puis de ne pas être seul quand justement on est face à une situation problématique. La posture et le rôle de l'intervenant, c'est bien sûr de respecter les choix de vie de la personne, puis ces choix de vie-là impliquent aussi la consommation. Il y a des gens qui euh, aiment mieux consommer jusqu'à ce qu'ils décèdent de leur consommation. Puis c'est ça le choix qu'ils ont décidé de faire et c'est un choix qu'ils font avec leur libre arbitre, sont tout à fait conscients des risques associés à ça. Puis on doit respecter ces choix de vie-là qui sont des fois pas les nôtres. Ensuite de ça, il faut, dans notre posture, ce qu'on veut, c'est que les gens s'épanouissent au sein de notre organisation. On veut encourager leur autodétermination. On veut les amener à se développer à leur plein potentiel. On veut les accompagner vers leur idéal. Puis, on veut que tout le monde se sente bien dans l'environnement. Donc, on veut que l'environnement il soit sécurisant pour la personne, pour la collectivité aussi. Et ça peut être en opposition, en fait, avec le fait que des fois, dans certains milieux, on va retrouver des intervenants, tu sais, qui vont être là pour imposer des règles inflexibles, pour punir, pour restreindre. Bref, ils vont jouer à la police. C'est pas ça notre rôle. Puis, je vous donne un exemple de comment cette posture-là, puis ce rôle-là de l'intervenant peut se manifester par rapport aux règles. Donc, tout milieu doit avoir des règles de fonctionnement. C'est la base. Par contre, un milieu qui aurait la posture puis le rôle qu'on souhaite, c'est un milieu qui vérifierait ben, les règles qui sont établies. Est-ce que la personne, elle est capable euh, de s'y euh, de s'y plier ou euh,
ou elle n'a pas les capacités cognitives et émotives pour être capable de respecter ces règles-là. Donc, première des choses. Deuxième des choses, bien, on va regarder avec la personne qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour t'aider à respecter la règle. Donc, on va vraiment aller voir, bien, c'est quoi ses forces, c'est quoi ses capacités. On va essayer de voir, bien, nous, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, puis on va lui expliquer aussi la fonction de la règle. La règle est là pour une raison, puis on va éviter justement de juste mettre plein de règles, puis d'amener les gens à se conformer à ces règles-là sans qu'elles y attribuent un sens, puis que ça soit utile pour elles, dans la mesure du possible. Donc, on va aussi viser la collaboration. Donc, l'idée, c'est de jamais travailler seul ou en silo, c'est de travailler avec la personne et ses proches dans l'analyse du problème. Donc, quand il y a une situation problématique qui arrive, par exemple, la personne consomme du cannabis fumé dans sa chambre. Bien, dans un premier temps, on va toujours impliquer la personne, ses proches, pour essayer de voir, bien, eux, comment ils définissent le problème. Probablement que la personne, son problème, c'est de ne pas pouvoir, tu sais, c'est parce qu'elle ne veut pas, mettons, sortir dehors parce qu'elle trouve qu'il fait froid, puis ça ne tente pas de sortir de sa chambre pour consommer son cannabis. Ça, c'est ça son problème. On va aussi regarder avec ses proches, puis on va regarder aussi, bien, l'équipe, eux, c'est quoi leur définition du problème? Bien, si la personne a mis le feu à sa chambre, bien là, on est mal pris. Donc, on va vraiment travailler à, tu sais, prendre en considération tous les points de vue. Puis on va aussi impliquer la personne dans la recherche de solutions. Parce qu'il n'y a personne qui se lève un matin en se disant Hey, j'ai vraiment le goût de mettre feu à ma chambre, puis que, bien, sauf des pyromanes, là, mais qui va se dire Hey, j'ai envie que finalement tous mes objets puis mes biens personnels soient détruits dans les flammes. Donc, généralement, les gens ne veulent pas ça. Fait qu'on va regarder puis on va chercher des solutions avec elle. Par exemple, est-ce que c'est quelque chose qu'elle aurait déjà envisagé de consommer autrement le cannabis que par l'inhalation? Est-ce qu'elle a déjà pensé à consommer des comestibles, par exemple? Donc, on va vraiment, tu sais, impliquer la personne puis voir. Ça se peut que les comestibles, ça ne lui convienne pas du tout. Peut-être qu'il y a d'autres avenues qu'elle aurait pensé que nous-mêmes, on n'aurait pas pensé. Ensuite de ça, ben, c'est sûr qu'on essaie de réfléchir en équipe. Puis en équipe, ça veut dire équipe élargie. Ça ne veut pas juste dire équipe de soins, mais ça veut dire aussi toute personne qui est en contact avec l'usager ou l'usagère. Donc, c'est par exemple de parler justement aux gens des cuisines, c'est de parler à la personne des loisirs, c'est de parler aux gens des différents corps de travail. Il ne se passe pas la même chose le soir, la nuit, le jour. Donc, c'est vraiment s'assurer qu'on va collecter l'information puis les observations de chacun des parties pour vraiment avoir une idée précise de avec quoi, tu sais, on jongle. Puis, on prend toujours des décisions concertées. Donc, on évite de prendre des décisions à une personne, c'est toujours des décisions d'équipe. Puis c'est comme ça aussi qu'on le présente à la personne. Quand on prend une décision, quand on prend une avenue, c'est toujours quelque chose qui se fait en équipe. Puis, si on doit annoncer quelque chose à la personne, bien, je vous recommande vraiment de pas que ce soit un intervenant qui l'annonce, mais que ce soit plutôt, tu sais, une équipe qui annonce cette décision-là ou que, si ce n'est pas possible, que l'intervenant dise que c'est une décision qui a été prise par plusieurs personnes. Ça évite de rendre euh, des fois les cadres qu'on va mettre, tout ça personnel, puis c'est vraiment plus comme une question d'équipe. Ensuite de ça, un autre élément qui va transparaître dans le guide, c'est la perspective sur la consommation. Donc, en dépendance, ce n'est pas tant la consommation qui est le problème, c'est vraiment qu'est-ce qu'elle implique, cette consommation-là. Donc, c'est quoi les conséquences négatives de la consommation puis les risques qui sont associés à cette consommation-là. Donc, ce qu'on va viser dans l'intervention, c'est diminuer la prise de risque, donc diminuer les risques, puis les conséquences de la consommation. Ça va être ça notre cible et non la consommation en soi. Parce que c'est sûr que je peux réduire ma consommation. Ça peut avoir un impact sur les risques et les conséquences négatives. Ça se peut aussi que je réduise ma consommation puis que ça ne change rien au niveau des risques et des conséquences négatives. Donc, l'idée, c'est vraiment de focuser sur est-ce que ce que je propose, ça aide vraiment à diminuer risques et conséquences. Donc, on appelle ça la réduction des méfaits quand notre cible n'est pas directement la consommation, mais plus ce qu'elle entraîne. Puis, quand on n'oblige pas la personne qui a fait le choix de consommer à réduire ou être abstinent, mais par exemple à changer le moment où est-ce qu'elle consomme. Par exemple, au lieu de consommer avant le bain ou avant tel service de physiothérapie, bien, elle va consommer après. Bien, déjà, juste de changer le moment de consommation, de quand je consomme avec du matériel de consommation plus sécuritaire, je consomme jamais seul, je consomme toujours avec des personnes pour diminuer le risque de surdose mortelle. Donc, tous ces changements-là, généralement, entraînent beaucoup moins de résistance de la personne.
L'autre élément aussi, c'est qu'en réduction des méfaits, on est très pragmatique. Donc, c'est vraiment une rupture avec un idéal inatteignable. Donc, c'est vrai qu'une personne qui est en perte d'autonomie, qui a des déficits cognitifs, peut-être que le best, ça serait, bien, possiblement que le best, ça serait d'être complètement abstinente, mais si ce n'est pas ça que la personne veut, puis si ce n'est pas réaliste à court terme, bien, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qui va être réaliste? Puis on va vraiment tout le temps avoir en tête, bon, comment la situation peut être améliorée que comment la situation peut être parfaite. Et ça entraîne beaucoup moins de sentiments d'épuisement et d'impuissance chez les équipes de se dire, ben, est-ce que je peux aider à ce que la situation arrête de se détériorer ou au contraire, tu sais, même s'améliore. Donc, on va avoir des approches aussi très centrées sur la personne. On réalise que ce qui marche en intervention, c'est ce qui est personnalisé. Donc, chaque personne a ses forces, a ses capacités, mais aussi ses limites, a son bagage de vie dans lequel la consommation va s'inscrire. Elle a ses souhaits, ses aspirations. Puis, il y a des aspects qui lui sont importants, puis ça va être des leviers importants au niveau de l'intervention. Donc, le plus on personnalise l'intervention en fonction de ces caractéristiques-là, le plus on risque d'être efficace. Puis c'est important aussi de connaître ben, qu'est-ce qui a fonctionné dans le passé. Puis est-ce qu'il y a des choses qui mettent de l'huile sur le feu qui est complètement contre-productif ou inefficace avec cette personne-là? Parce que ce que je vais proposer dans le guide comme piste, ben, ça se peut que pour cette personne-là, ça ne fonctionne pas du tout, puis au contraire, ça vienne empirer la situation. Autre élément aussi qui est abordé dans le guide, c'est toute la question des limitations cognitives. Donc, avec des limitations cognitives, là, il y a 4 principes importants à garder en tête. Le premier principe, c'est de simplifier le plus possible. Simplifier au niveau de notre communication, simplifier au niveau des règles, simplifier au niveau des rencontres qu'on a avec la personne. Donc, la règle d'or, c'est less is more. Donc, des fois, en intervention, quand on est avec des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de besoins, qui ont beaucoup d'enjeux, on a tendance à vouloir mettre plein de choses en place. Puis des fois, je vois des plans d'intervention avec 18 objectifs. C'est beaucoup trop. La personne, même, je vous dirais, plus la personne a des limitations cognitives, plus on devrait avoir qu'un objectif au plan d'intervention, puis on met toute notre énergie là-dessus. On prend celui qui est le plus important, on met toute notre énergie là-dessus, puis on le fait pour une courte période de temps. Donc, simplifier le plus possible. Ensuite de ça, c'est offrir du soutien visuel auditif pour compenser les limitations. Donc, on donne des exemples dans le guide. Ça peut être, par exemple, la personne, tu sais, à partir d'une certaine heure, c'est important qu'elle aille se coucher parce que si elle continue à consommer, ben là, il risque de se passer toutes sortes de conséquences, et plus ça risque de chute, et plus ça risque de se perdre puis pour revenir, etc. Donc, par exemple, un outil auditif, ça peut être d'avoir une alarme sur son téléphone qui a été préenregistrée, donc c'est sa propre voix à elle qui dit, ben là, c'est le temps d'aller te coucher. Parce que c'est sûr que s'il y a juste une alarme qui sonne, ça se peut qu'elle ne se rappelle plus qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi des soutiens visuels. Par exemple, on a une image avec un verre d'eau, un verre d'alcool pour lui rappeler qu'il faut qu'elle boive de l'eau quand elle boit de l'alcool pour éviter la déshydratation. Donc, c'est des exemples qui sont dans le guide. L'autre élément important aussi, c'est qu'avec des personnes avec des limitations cognitives, il faut faire avec. Donc, il faut être dans l'action, il faut accompagner la personne. Donc, il ne suffit pas juste de dire, mais il faut vraiment l'implanter. Par exemple, si la personne, une des stratégies, c'est quand elle revient du dépanneur avec son 6 packs de bière, elle en met 2 dans le frigo. Donc, ça, c'est la stratégie parce que de la bière tablette, c'est pas très bon. Donc, si c'est ça la stratégie, ben, il faut accompagner la personne, il faut le faire avec. Si nous, on ne peut pas le faire comme intervenant parce qu'on n'a pas les capacités comme équipe de libérer une personne pour faire ça, ben, on va regarder est-ce qu'il y a un bénévole qui pourrait accompagner la personne? Est-ce qu'il y a un membre de l'entourage qui pourrait accompagner la personne? Puis plus il va y avoir de répétitions, ben, plus ça va devenir sur le pilote automatique, puis plus ça va être un changement qui va être facile à implanter. Donc, la répétition va être dans l'action, mais va être aussi dans le verbal. Donc, la personne elle a besoin de beaucoup de rappels. Puis quand on le sait que la personne a besoin de beaucoup de répétitions, bien souvent, on se sent moins frustré de devoir répéter parce que ça fait partie de la game. Donc, émotivement, c'est moins difficile pour les gens qui travaillent de savoir, ben oui, il va falloir que je le répète souvent, puis avant que finalement ça soit enregistré. Puis des fois, ça va être enregistré de façon très partielle, puis il va falloir que je fasse toujours des rappels. Ensuite de ça, un autre élément présent dans le guide, c'est en ce qui concerne la sécurité.
Donc, on a une section sur ben, comment je mets une limite à la personne de manière bienveillante. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, se faire mettre des limites, se faire dire non. Donc, on a mis plein de trucs pour désamorcer les frustrations qui pourraient survenir quand c'est le temps de mettre une limite à la personne. Donc, je vous invite là, à aller lire cette section-là si c'est un défi pour vous. Ensuite de ça, on a un autre élément qui est abordé dans le guide, c'est comment assurer la sécurité en apportant des modifications à l'environnement de vie. Donc, par exemple, est-ce qu'il peut y avoir des zones désignées pour la consommation quand on parle de consommation légale? Et quand on parle de consommation illégale, quand les gens reviennent puis sont en état d'intoxication, ben, est-ce qu'il y a un espace de retour au calme qui est possible où la personne est là avec plein de stimulation puis ça fait ressortir de l'agitation chez elle? Donc, ça peut être ça. Offrir du matériel de consommation à moindre risque, de faire un partenariat avec des organismes communautaires pour justement s'assurer que la personne a du matériel, bien sûr, pas confisquer son matériel de consommation à moindre risque, que ce soit des pipes, des seringues, tout ça, s'assurer que c'est mis dans un endroit qui est sécuritaire. Offrir des trousses de naloxone lors des sorties du milieu, donc de regarder si c'est possible, puis si c'est pas possible, ben, c'est peut-être avoir un partenariat avec une pharmacie qui, elle, pourra remettre les trousses de naloxone. Ensuite de ça, apporter des modifications à ses façons de faire. Donc, ça peut paraître contre-intuitif, hein, parce que souvent, quand on fait des fouilles dans les milieux, on se dit, ben, c'est pour la sécurité des personnes que je fais une fouille, mais il faut savoir que la fouille, de un, c'est pas légal de le faire, puis c'est éthiquement non plus inadéquat de faire une fouille, de un, mais de deux, vous pouvez mettre la personne en danger. Parce que ce qui arrive, c'est que quand les gens savent que vous allez faire une fouille, ils peuvent, pour ne pas se faire prendre, décider de tout prendre la consommation qu'ils ont sur eux puis de l'avaler d'un coup. Puis là, ben, tu sais, s'il y avait, je ne sais pas moi, 50 pilules de speed, ben, c'est sûr que là, il y a un gros risque de surdose. L'autre élément aussi, c'est que quand ils savent qu'il y a des fouilles de leur chambre, des fois, ils vont cacher de la consommation un peu partout. Puis ça peut faire en sorte qu'une personne qui est vulnérable, qui ne voudrait pas consommer, finit par le trouver, puis n'a pas la capacité d'inhibition pour ne pas la prendre. Donc, il y a des risques aussi à ça. Ne pas laisser la personne intoxiquée seule ou sans surveillance étroite. Donc, des fois, on entend ça, ah, la personne, elle va aller dégriser dans sa chambre, puis quand elle sera correcte, elle reviendra. Mais c'est important d'aller surveiller de façon régulière son état. Est-ce qu'elle respire encore? Est-ce qu'elle a vomi? Tout ça, est-ce qu'on l'a mis en position latérale de sécurité? Donc, tout ça, c'est des choses importantes pour s'assurer de sa sécurité. De ne pas jeter des substances psychoactives dans les toilettes. Ça, c'est une autre chose aussi que des fois les gens ne savent pas, mais le traitement des eaux usées ne permet pas de détruire adéquatement les substances psychoactives. Donc, on peut retrouver des traces, par exemple, tu sais, d'opioïdes ou de cocaïne dans la flore et la faune. Donc, ce n'est pas l'idéal. Donc, il y a plein d'autres suggestions là, de bonnes pratiques à faire là, en lien avec l'usage de substances. Maintenant, je passerai aux annexes, donc les deux outils. Euh, donc, le premier outil, c'est vraiment c'est à remplir. Tu sais, vous pouvez décider que vous utilisez ça comme inspiration puis vous le modifiez à votre sauce. Là, tu sais, il n'y a pas d'obligation, mais ça, c'est quoi les informations que nous, quand on travaille en dépendance, nous aident à faire, par exemple, un plan d'intervention avec quelqu'un ou nous aident pour avoir une bonne idée là, de qu'est-ce que la consommation est et implique. Donc, c'est vraiment, vous avez différentes sections. On demande, par exemple, c'est quoi les substances que la consomme, comment elle consomme ces substances-là, le mode d'administration, est-ce que c'est sniffer, fumer, tout ça? C'est quoi l'intensité de l'usage? C'est quoi la fonction de la consommation? À quoi ça lui sert? Est-ce que c'est pour se désennuyer? Est-ce que c'est parce qu'elle a des douleurs chroniques? Donc ça, c'est important de le savoir aussi. Ça va orienter l'intervention différemment. L'historique de consommation, les objectifs de la personne, qu'est-ce qu'elle veut, elle, par rapport à sa consommation? Puis finalement, ça, c'est le recto. Donc, c'est vraiment le profil de consommation. Et le verso, c'est les conséquences associées. Donc, autant les conséquences positives et négatives. Donc, c'est quoi les impacts que la personne constate sur sa santé physique, les relations, son autonomie et son fonctionnement, ses troubles mentaux, ses symptômes de troubles neurocognitifs, puis sur le milieu de vie aussi. Ça se peut que quand la personne la consomme, ben, elle soit un clown, puis il y a des gens qui la trouvent très drôle. Les conséquences positives vont souvent être des facteurs de maintien, puis les conséquences négatives, ben, ça va être des leviers de changement.
Donc, ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est un modèle de fiche qui peut être utilisé quand on fait des discussions cliniques. Donc, c'est vraiment face à une situation problématique, un problème qui est rencontré. Donc, le recto de cette fiche qui aide à la collecte d'informations, ben, c'est pour s'assurer qu'on a une vision commune de la personne. Puis une chose qui est bien importante, c'est qu'il faut savoir, ben, c'est quoi que la personne, tu sais, est important pour elle, qu'est-ce qu'elle veut dans la vie, c'est quoi les conditions dans lesquelles elle veut vivre. Ça va être très important de savoir ses forces et limites sur le plan cognitif, émotif, comportemental. Là, je vous donne des exemples. C'est quoi ses objectifs qui ont été mis en regard de la consommation? Donc, ça, c'est le recto. Donc, c'est un peu, c'est c'est qui cette personne-là, puis c'est quoi un peu sa consommation résumée. Puis à l'annexe 2, au verso, c'est vraiment, ben, c'est quoi le comportement qui est problématique? Que ça soit au niveau de l'intoxication, des fois c'est après intoxication, des fois c'est quand elle est en manque la personne, on appelle ça un craving. Donc quand elle est là-dedans, peut-être qu'elle a des comportements, tu sais, qui sont inadéquats ou dérangeants. Donc, vraiment, c'est quoi les comportements problématiques? Donc, on va de façon observable. C'est quoi les stratégies qui ont fonctionné dans le passé avec ces comportements-là problématiques? Est-ce qu'il y a des phrases clés qui aident à désamorcer une situation tendue avec cette personne-là? Parce que si on amène des changements, ça se peut qu'il y ait des résistances qui remontent. Ça se peut aussi que tu sais, la personne ne soit plus sur la défensive. Puis, est-ce qu'il y a des stratégies à éviter avec cette personne-là? Donc, ça nous permet vraiment en équipe de réfléchir ensemble à c'est quoi les stratégies gagnantes, c'est quoi les stratégies qui sont plus difficiles. Donc, de partager puis d'essayer de remplir cette fiche en équipe aide aussi à compléter l'information qu'on a sur la personne. Puis ensuite de ça, ça nous permet de réfléchir là, de façon créative à qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc, la suite, donc comme je vous ai dit, j'ai vraiment le goût de faire tu sais, une deuxième édition de ce guide-là, de pousser plus loin certains éléments, certains concepts. Puis sinon, par rapport à l'implantation dans les milieux, il y a peut-être la possibilité de faire une formation en ligne sur l'ENA. Pour l'instant, avec l'arrivée de Santé Québec, puis tous les changements que ça implique, ce n'est pas dans les projets à court terme la possibilité de faire ça, mais c'est quelque chose que tu sais, je garde en tête. Euh, donc, voilà, puis selon tu sais, vos besoins, tout ça, on n'a pas dessiné une suite qui est hyper structurée, là, fait qu'on va vraiment y aller avec ce que vous avez besoin, puis ce qui serait utile pour vous pour faire une suite à ce projet-là. Donc, merci beaucoup de votre attention. Donc, je vais arrêter le partage. Fait que j'espère que ça vous a donné le goût de lire le guide, que ça vous a enligné un peu par rapport aux principes, là, puis que vous avez une idée globale de ce guide. Je vais prendre les questions si jamais il y a des gens qui ont des interrogations. Avant les questions, Laurence, on avait un petit sondage qu'on avait préparé pour Ah mieux oui, j'ai connaître notre oublié. auditoire. C'est Oui. vrai. J'étais Donc, trop dans mon flow. je te Tu as raison, propose Jean-Philippe. de... Je voulais savoir, on a préparé un petit sondage pour savoir un peu dans les situations particulières qui sont présentes dans le guide. J'étais comme curieuse de savoir, vous, euh, à quoi vous avez été confronté ou qu'est-ce que vous avez rencontré ou vous avez vécu au niveau de votre travail. Donc, vous avez les différentes situations types. Donc, vous pouvez cocher plus d'une situation, là. Ça se peut qu'il y ait plus d'une situation qui vous concerne. Je sais pas si les gens voient, moi je vois pas Oui, donc le monde, on commence à répondre. On a une OK. vingtaine de réponses. Je vais attendre un petit peu, peut-être un 20 secondes. Je vais clore le sondage et le partager à tout le monde. Donc, on a un taux de participation d'environ 60%. Ça ralentit. Je pense qu'on a capté le plus grand des réponses. Donc, vous devriez pouvoir voir les réponses. Est-ce que tu les vois, Laurence? Oui. Excellent. Donc, la grande majorité là, ont indiqué, la plus grande majorité, jusqu'à 83%, ont indiqué l'intoxication d'une résidente ou résident avec un comportement perturbateur. En deuxième position, ben, à égalité, nous avons la consommation d'SPA qui faisait obstacle aux soins et aussi une intoxication d'un résident avec un comportement agressif. Puis je suis contente en fait de voir que pas mal toutes les situations, là, il y a des gens qui vont trouver peut-être des réponses pour valider qu'est-ce qu'ils font déjà ou sinon avoir des idées sur comment faire les choses mieux. Je tiens aussi à dire que
qu'il y a le moins de personnes, c'est un résident ou une résidente qui fait usage de cannabis médical. C'est possible que dans les prochaines années, ça augmente le nombre. Puis des fois, ce qui arrive, c'est que la personne s'automédicamente avec l'usage de cannabis, donc elle n'a pas nécessairement une autorisation, mais le fait quand même. Puis il va aller chercher des fois le- le- l'autorisation médicale là, de consommer du cannabis. Fait que, bref, vous allez être au courant de qu'est-ce que ça implique, le cannabis médical et tout ça. Puis on a mis des liens aussi vers euh, la coalition pour les personnes âgées. Là, j'ai pas le nom par cœur, là, j'ai comme le logo en tête, mais qui ont fait beaucoup d'infographies, puis ils ont même une formation en ligne sur cannabis et vieillissement. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, là, ça, c'est mis dans le document. Fait que le document se veut vraiment comme une base pour que après ça, vous ayez cherché selon ce que vous avez besoin, là, les informations utiles pour vous. C'est dans le chat. Donc, on avait une première question. En fait, je vois que le guide s'adresse au personnel infirmier qui est effectivement à l'avant-plan du suivi des usagers SAPA. Est-ce que des infirmières ou infirmiers ont participé à la validation de ce guide? Merci. C'est une super bonne question. En fait, les deux personnes des milieux SAPA qui ont contribué à ce guide-là, c'est des personnes qui sont plus au niveau comme gestionnaire. Le guide s'appuie sur des documents qui ont été développés par une équipe, par des équipes d'infirmiers et d'infirmières. Donc, tu sais, c'est sûr que ce n'est pas un guide médical. C'est vraiment un guide qui est davantage psychosocial. Ça, c'est bien important de le mentionner. Puis, c'est pas un guide sur la prise en charge médicale. Donc, ça pourrait venir dans excusez-moi, dans un deuxième temps. C'est vraiment les concepts quand on veut travailler la consommation avec quelqu'un euh, sur comment on s'y prend, comment nous, on voit en dépendance la consommation, puis c'est quoi nos meilleures pratiques, en fait, mais vraiment adapté à la clientèle, avec tous ces défis, tout ça. Fait que c'est ça. Je pense que c'est une bonne distinction à faire. Éventuellement, dans peut-être une deuxième édition, si on veut s'en aller vers quelque chose de plus médical, c'est sûr que on va s'associer probablement à l'ESCODI pour faire plus un guide de prise en charge là, médicale, mais c'est pas ça. Merci pour la question. Les symptômes de sevrage puis de surdose, c'est vraiment quelque chose qui a été mis, qui est très de base. Donc, c'est pas vraiment des indications sur comment faire un protocole et tout ça. C'est vraiment, tu sais, par exemple, je vous donne un exemple avec le cannabis, là. L'intoxication au cannabis, qu'est-ce que ça l'amène? Ben, la personne, tu sais, elle va se sentir, elle peut avoir des palpitations, elle va se sentir anxieuse, elle va se sentir pas bien. Euh, on ne la laisse pas seule. On peut utiliser des fois quelque chose de manipuler. Tu sais, ça peut être tu sais, les fidget spinners ou des choses comme ça, ou ça peut être de dessiner ou d'écrire. Ça peut aider à calmer l'anxiété, de faire des exercices d'expiration aussi, ça peut aider pour l'anxiété. Donc, c'est plus ce genre de stratégie-là qui est donné d'informer le médecin qui est de garde ou tu sais, l'infirmière tu sais, qui est responsable ou tout ça. Donc, c'est vraiment plus ça, là, c'est vraiment plus là, les interventions par rapport à la surdose. Par rapport au sevrage, c'est vraiment plus, c'est quoi, tu sais, comment on l'observe, c'est quoi les indices, puis le genre d'informations qu'on donne, c'est par exemple, ben, au niveau du sevrage de cannabis, il n'y a pas vraiment de risque à faire un arrêt drastique du jour au lendemain. La personne se sent pas bien, va avoir des difficultés au niveau du sommeil, des rêves très intenses, mais il n'y a pas d'encadrement médical à avoir qui est nécessaire pour le sevrage de cannabis. Mais il y a surtout un soutien psychologique à offrir. Donc, c'est le genre d'information tu sais, qui est donné dans le guide, mais on ne va pas plus loin que ça. Nous avons une main levée, donc une personne qui souhaite prendre la parole. Je vous invite aussi, si vous avez des questions à adresser directement à Laurence, à lever la main. Ma collègue Geneviève va vous interpeller pour confirmer votre intérêt. Donc, je vais ouvrir le micro à Monsieur Ignace. Bonjour Laurence. Euh, Allô, Ici on se Ignace, connaît. responsable de programme à la Faculté de l'éducation permanente, essentiellement en gérontologie. Ben, écoute, Laurence, moi, je suis un peu surpris d'une chose. Est-ce qu'on parle d'une problématique à l'intérieur des centres d'hébergement, soins de longue durée, en CHSLD?
ou est-ce qu'on parle aussi de résidence privée pour aînés, là où ce genre d'intervention sera faite? Parce que moi, ce qui me surprend au sujet des CHSLD, c'est que bon, la plupart des patients âgés sont des gens qui ont des troubles neurocognitifs majeurs. Mhm. Je les vois mal se déplacer, sortir du CHSLD pour aller chercher de la dope, là. C'est sûr que ça peut Il y en a, exister. il y en a. Il y en a, Parce il y en qu'en fait, a. pour être en CHSLD, il faut avoir une perte d'autonomie. Donc, ça s'appelle le grand vocable et les milieux d'hébergement pour personnes en perte d'autonomie. Puis, comme je Je disais, comprends. il y a des gens qui ont des pertes d'autonomie, par exemple, qui ont des traumas crâniens, qui sont plus Oui. capables de tu sais, faire la gestion financière, sont plus capables Mhm, de mhm, faire mhm. les activités de la vie quotidienne, de la vie domestique. Mais ils sont capables de sortir. Puis, il y a, entre autres, je pense au manoir de l'âge d'or, qui a une unité toxico. Puis, les gens Mhm, vraiment, tu sais, vont sortir, mhm. consomment. Donc, oui, c'est possible. Il y a des CHSLD que les gens, leur limitation cognitive font en sorte qu'ils ne se déplacent pas beaucoup. Puis, il y a des unités aussi dans les CHSLD qui sont barrées. Donc, dépendamment le niveau de soins, tu sais, de la personne puis de Ouais, l'organisation, ça peut faire qu'il y en a qui ont accès à l'extérieur et ouais, d'autres non. ouais. Puis, il ne faut pas oublier que des fois, les substances sont amenées par les gens de l'entourage. Mhm, Fait que ça, c'est mhm. une autre affaire aussi qu'on explique dans le guide, toute l'importance de travailler avec l'entourage, puis de voir un peu, ben, tu sais, quand je disais d'analyser la problématique, puis eux, comment ils la voient, parce qu'il y en a qui vont se dire, par exemple, ben, la personne est à la fin de ses jours, elle mérite de le vivre comme elle veut. Mhm. Puis en même temps, ben, ça vient en porte-à-faux avec qu'est-ce que les équipes de soins préconisent. Puis là, ben, il y a comme une petite chicane entre les gens d'entourage et les équipes de soins. Fait que l'idée, c'est de voir ben, comment on peut s'assurer qu'on Je, traite ce genre de je, situation-là de je- façon ouais. respectueuse, éthique et légale. Ouais. Mais en fait, moi, j'aimerais ça, si c'est possible à un moment donné, d'avoir des chiffres de prévalence par rapport aux catégories d'âge. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui a un trouble crânio, enfin, un traumatisme crânio-facial à l'âge de 35 ans, c'est probablement plus ce genre de patientèle qui sera à risque plutôt qu'une personne de 85 ans, quoi qu'avec les baby boomers, on va en avoir des pas pires. Ouais, ben Mais ouais, euh, c'est ça qu'on voit. On voit ben ça, pour les chiffres, possiblement que Vincent, notre chercheur, pourrait avoir des chiffres. C'est sûr, ça dépend aussi beaucoup des CHSLD ou des ARE ou des RPA. Donc, il y a des mm, endroits où est-ce que, y en ont un ou deux. Il y a des mm, endroits qui en ont plus. Puis, il y a des ouais, endroits, par exemple, situés au centre-ville, que dès que la personne sort, elle se fait solliciter. Fait que mm, le risque, finalement, est pas le même, tu sais, d'un endroit à l'autre. Mais ok. pourrait étudier Mais cette chose. je ne veux pas monopoliser, excuse-moi, Laurence, mais donc je comprends que ça s'adresse au CHSLD, RI, RPA. Ouais. Et là, est-ce que vous avez pensé au service de soutien à domicile? Oui, ben ça, c'est sûr que c'est le projet de Vincent, la partie 2, c'est Mm, sur le soutien à domicile. Fait que je suis déjà avec Jean-Philippe là, dans l'équipe de recherche où est-ce que on va regarder qu'est-ce qui est fait en soutien à domicile, c'est quoi les enjeux spécifiques du soutien à domicile. Fait que ça va être dans la suite des choses, là. On voudrait possiblement là, faire quelque chose qui est plus spécifique à ces milieux-là. Mais il y a des merci. trucs qui peuvent Mm, s'appliquer. Tu sais, comme il y a une partie dans le guide qui explique pourquoi le vieillissement a un impact sur les effets des substances. Pourquoi, avec des mhm, plus petites quantités, ben, j'ai plus d'effets quand je vieillis. mhm, Puis là, ben, mhm, on a plusieurs, tu sais, explications en lien avec ça. Puis ça, c'est utile que tu fasses du soutien à domicile ou pas. mhm. Mais il y a une préoccupation de se dire, ben, c'est des personnes que c'est leur milieu de vie. Le CHSLD, ils payent d'ailleurs un loyer au CHSLD. Donc, puis il y a le vivre ensemble qui peut être compliqué. Puis c'est des gens qui arrivent avec un bagage puis une histoire de vie. Donc, ils n'arrivent pas au CHSLD puis ils n'ont rien vécu, là. Ils ont tout quelque chose. Puis par rapport à la clientèle plus vieillissante, je pense que c'est vraiment l'alcool qui est la majeure puis les cigarettes. Donc, Les des fois, il y a des benzos? enjeux par rapport à la consommation aussi de cigarettes qui est très présente, puis que les gens, ils se demandent un peu ben, comment on fait la gestion de ça. On ne l'a pas abordé dans le guide, mais il y a quand même des principes d'intervention qui peuvent être appliqués au tabac. Merci, Laurence. Merci. Donc, nous avons une deuxième personne qui souhaiterait prendre la parole. Donc, Marie-Hélène, la parole est à vous.
Oui, bonjour. Oh, le micro a été coupé. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Parfait, excellent. Oui, excellent guide. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Moi, je travaille pour les ressources intermédiaires et vraiment, en effet, là, j'appuie, là, le tabac est un enjeu très, très majeur. Et de plus en plus, ce qu'on voit aussi, c'est que les ressources intermédiaires vont fermer les fumoirs parce qu'ils trouvent ça trop difficile à gérer. Et là, on réoriente des gens qui pourraient bénéficier de ressources comme ça, mais on les réoriente en CHSLD parce qu'il y a pratiquement plus de fumoirs. Donc, la clientèle est de plus en plus mobile en CHSLD, de plus en plus jeune. Entre Mhm. autres, il y a la problématique du tabac et surtout que c'est difficile pour nous avec la réduction des méfaits, d'amener les ressources, d'amener l'évolution des mentalités pour pas qu'ils soient ostracisés, ces gens-là. Mhm. Et vraiment, c'est un enjeu majeur là, dans les hébergements actuellement. Moi, c'est vraiment un sujet avec lequel on travaille d'arrache-pied avec les éducateurs spécialisés, mais on frappe des nœuds avec les ressources qui vont toujours dire que ben, ça perturbe mon milieu de vie. Je veux pas que ces Mhm. gens-là soient là. Fait que c'est très, Ouais. très difficile, je trouve, à faire en sorte que les gens ne soient pas ostracisés. Depuis un certain temps, on héberge beaucoup en CHSLD parce qu'ils ont besoin de plus d'encadrement pour la gestion de leur consommation. Les gens ne veulent pas arrêter de consommer. Ça fait partie de leurs habitudes depuis très, très longtemps. Fait que moi, ce que j'avais lu aussi, c'est que normalement, les fumoirs, par exemple, pour ceux qui fument du cannabis, normalement, les fumoirs devraient être accessibles à ces gens-là aussi. C'est là aussi toute la question du vivre ensemble. Je sais Mhm. je sais pas si vous, de votre côté, pendant que vous avez construit le guide, si ça, Eh bien là, on revient au cadre légal et aux règles et procédures des établissements. Donc, il peut y avoir un établissement qui a des règles qui fait en sorte que même si, tu sais, que ça soit légal ou pas, il y a des règles d'établissement. Euh, donc, c'est pour ça que je vous parlais que, tu sais, c'est des éléments dans le guide, mais des fois, il y a tellement de différences entre le cadre réglementaire des différents établissements qu'on ne pouvait pas faire un one shoes fits all. C'est sûr qu'il y a une réflexion à avoir. Puis ça serait aussi un autre projet, là, Marie-Hélène, que j'ai le goût de. Puis à ce moment-là, ça pourrait être intéressant si tu veux t'impliquer, mais je voudrais faire un genre de guide pour aider à la supervision des équipes. Parce que là, ce guide-là, c'est comme un premier pas, là, pour moi, c'est vraiment de mettre en mots puis légitimer certaines façons de faire qui sont des bonnes pratiques. Puis le deuxième pas, c'est comment je travaille avec la peur. Puis comment je travaille avec le fait que ça vient m'ébranler dans mes valeurs profondes de c'est quoi prendre soin de quelqu'un, c'est quoi protéger quelqu'un de vulnérable, c'est quoi le bien-être individuel versus le bien-être collectif. Donc, ça vient toucher à des enjeux vraiment, tu sais, profonds, éthiques, qui vont au-delà tu sais, juste de l'information, mais qui sont une réflexion collective qu'on doit avoir, là. Euh, Fait qu'éventuellement, ça serait quelque chose que j'aimerais faire sur comment démystifier la réduction des méfaits, comment faire en sorte que ça n'encourage pas la consommation, parce que des fois, les gens ils ont ça en tête. Ben là, si je dis que il peut prendre des comestibles, ben là, je l'encourage à consommer. Il y a une façon de le dire, de un, puis il y a une façon de mettre les choses en place qui n'encourage pas la consommation. Fait que tout ça, c'est dans les nuances. Puis je pense que ça se fait mieux dans supervision que juste par écrit. Fait que, éventuellement, c'est quelque chose que j'aimerais monter, là. Fait que Marie-Hélène, tu as mon adresse courriel, contacte-moi si c'est quelque chose qui t'intéresse, parce que ça serait un projet là, que j'ai envie de faire pour vraiment tu sais, aider les équipes à faire un pas là, dans dans une meilleure compréhension de tu sais, c'est quoi cette problématique-là, puis qu'est-ce que les gens vivent aussi à travers ça. Puis des fois, oui, on a puis l'impression que, ouais, ce que j'allais juste finir de dire, c'est que oui, des fois, on a une vision, tu sais, qui est très courte. Je veux pas que ça se passe dans mon établissement, mais qu'est-ce que la personne fait que tu n'es pas au courant qui empire la situation si tu fais ça? Fait que, tu sais, par exemple, tu sais, si tu ne permets pas, par exemple, de consommer du cannabis dans le fumoir, ben, les gens, ils font dans leur chambre en cachette. Qu'est-ce que ça implique de le faire en cachette dans sa chambre? Ou qu'est-ce que ça implique euh, tu sais, d'aller le faire à l'extérieur l'hiver, quand la personne a de la difficulté à retrouver son chemin? Fait que, tu sais, il y a toute cette réflexion-là sur c'est quoi les risques de le faire puis de ne pas le faire, de pas imposer, d'imposer ou pas ce règlement, cette règle-là. Fait que voilà.
Je pense qu'il y a encore beaucoup de questions, tu sais, qui doivent être répondues, puis de lignes directrices qui peuvent être écrites. On n'a pas toutes les réponses. Puis Super si on a vraiment intéressant. mis dans le guide qu'est-ce qu'on était sûr, ben, tu sais, Mhm. qu'est-ce qui est comme du savoir en dépendance qui s'applique, là. Je vais t'écrire, Laurence. Oui, super, excellent. Merci. Super. On a un commentaire également qui nous informe qu'en ressources intermédiaires, en fait, il y a des fumoirs, mais que certains résidents, ils fument quand même dans leur chambre. Donc, toutes les nuances que cela peut apporter. Nous avons également un commentaire de Patricia qui nous demande, en fait, en ta connaissance, Laurence, est-ce qu'il y a actuellement des formations disponibles sur le sujet en lien avec le vieillissement, puis l'utilisation de substances psychoactives? On parle de l'ENA, mais peut-être d'autres plateformes. Ouais. Ben, il y a la formation sur cannabis et vieillissement qui existe, qui est gratuite, qu'on peut aller en ligne. C'est des modules, c'est asynchrone. Il y a l'AIDQ qui ont fait des formations aussi, mais c'est ponctuel. Donc, tu sais, ils sortent leur programmation annuelle, puis des fois, tu sais, il y en a une passée sur le vieillissement. À l'Escodie, justement, où est-ce que je suis allée vendredi, il y avait une présentation sur le vieillissement. Je ne sais pas si, et consommation de substances psychoactives, je ne sais pas si elle a été filmée, mais le PowerPoint, d'après moi, va être disponible éventuellement sur la page de l'événement. Il y a aussi hum, une autre présentation. C'est ça. Ben, j'en avais fait une présentation aussi sur les limitations cognitives puis comment adapter l'intervention à dépendance aux personnes qui ont des limitations cognitives avec Catherine Dugas. Puis ça, c'était sur le site. Ça a été donné à l'ADQ, mais c'était juste une fois. Sinon, il y a la communauté de pratique dépendance, trauma crânien et je me rappelle pas, mais il y a des gens qui sont en RI, CHSLD dans cette communauté de pratique-là. Il y a de l'information en ligne qui est disponible. Il y a des formations, tu sais, par exemple, est-ce que les difficultés d'inhibition comportementale sont incompatibles avec l'intervention en dépendance? Je pense, peut-être que je me trompe dans le titre, là, mais c'est Éric Gascon qui va faire cette présentation-là. C'est sur l'heure du midi. Donc, il y a ça qui existe. Sinon, il y a notre site. Sur le site de l'Institut universitaire sur les dépendances, quand vous allez dans Amélioration des pratiques, outils et guides, population spécifique, vieillissement, vous avez des ressources qui sont en lien, justement, vous avez des documents. Cette section devait être remise à jour, là, mais il y a des documents sur vieillissement, il y a même des pamphlets pour destinés aux usagers. Euh, donc, c'est toujours des documents qui sont en français. Euh, il y a ça. En tout cas, si je pense à autre chose, euh, ça va peut-être me revenir, là, mais il n'y a pas une offre de formation, à ma connaissance, provinciale en vieillissement et dépendance. Mais ça serait intéressant qu'il y en ait une. Mais là, l'ENA est sursaturée, fait que je ne peux pas faire quelque chose là, mais éventuellement, c'est sûr que ça serait vraiment intéressant. Donc, plein de ressources qui ont été mises dans le chat, là, je vois. Merci Geneviève Ah, aussi. merci Geneviève. Là, j'ai Oui. peut-être pas bien dit le nom de la communauté de pratique, là. Mais c'est une communauté de pratique vraiment dynamique, intéressante et tout ça. Ah oui, c'est ça, Geneviève me dit lésions cérébrales, troubles cognitifs et consommation de substances. Donc, c'est la communauté de pratique euh, auquel vous pouvez accéder. Puis, il y a des conférences, il y a des discussions de cas, tout ça. Fait que c'est vraiment hyper riche et intéressant. Puis, je pense que c'est quasiment mieux que des formations parce que ça vous permet de travailler sur des situations typiques. Puis, ça vous permet d'absorber au fur et à mesure, tu sais, des concepts, parce que des fois, quand on fait une formation de 7 heures, finalement, on se rappelle de pas grand-chose. Fait que ça serait, ouais, quelque Donc, chose. plein de ressources. Je prendrais peut-être une dernière question qu'on a. À ta connaissance, encore une fois, Laurence, est-ce qu'il existe un centre d'hébergement CHSLD ou ressources intermédiaires ayant appliqué le concept de permission de consommation avec succès? Comment on définit le succès? Ouais, ben ça, c'est comment on définit le succès. Ça, c'est bien important. Euh, Puis ça dépend de quelle substance on parle. Euh, Ça dépend aussi des personnes. Tu sais, il y a des enjeux de santé mentale, de comportement. Tu
sais, qui peut faire en sorte aussi que dans des milieux, c'est plus difficile. Comme je vous ai dit, tu sais, moi, l'unité que je connais, c'est l'unité du manoir de l'Âge d'Or, qui ont un étage toxico. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas d'autre place que là pour aller. Est-ce que c'est parfait? Puis tout est toujours merveilleux? Non, ils vivent des enjeux, ils vivent des difficultés au quotidien. Euh, donc, c'est ça. Je pense que ça dépend qu'est-ce qu'on entend par succès, puis c'est selon qui, selon la personne ou selon l'équipe. Ça aussi, c'est un autre enjeu. Fait que je ne peux pas vraiment répondre à cette question-là, mais je pense que ce guide-là va amener les équipes puis les personnes à se rapprocher. Tu sais, puis avoir justement une intervention qui va être plus humaine et respectueuse, puis qui va être moins dans la confrontation. En fait, c'est mon souhait. Fait que je vous dirais que pour moi, ça serait ça un succès. Juste que les gens vivent mieux ensemble, puis que, tu sais, ils se sentent. Tu sais, tout le monde veut se sentir bien, tout le monde veut se sentir valorisé par son travail, tout le monde veut se sentir dans un environnement qu'il respecte. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça que j'espère que le guide va amener. Puis des pistes d'idées puis de solutions. Puis souvent, tu sais, comme je dis, on a beaucoup de peur par rapport à la consommation. Puis finalement, quand on travaille là-dedans, tu sais, moi, quand je parle de dépendance ou de consommation, les gens me disent tout le temps. Oh mais my God, as-tu peur? Moi, j'ai jamais eu peur, tu sais, d'être avec un usager, tu sais, qui est intoxiqué ou qui consommait ou tout ça, parce que c'est quelque chose que je connais, tu sais, puis je sais les situations à risque dans lesquelles il ne faut pas que je me place, puis tout ça. Fait que je pense que plus on connaît quelque chose, moins on en a peur. Puis c'est probablement ce que vous faites dire aussi quand vous dites que vous travaillez en CHSLD avec des personnes qui ont des défis au niveau du comportement. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vous disent, ah, je sais pas comment tu fais. C'est pour travailler avec des gens qui ont des démences. Ben, quand tu connais ça, c'est différent. Tu sais, ça reste qu'il y a toujours des défis, là, mais Ben, je pense que c'est une excellente façon de clore la présentation d'aujourd'hui. Laurence, si tu restes disponible, je pense qu'il y a des personnes qui sont intéressées à te contacter pour en savoir plus, pour aller plus loin. si vous Euh, avez des idées de projets comme pour la prochaine année, c'est sûr que, tu sais, il faut que je place mes priorités parce que je fais beaucoup de choses, là, mais c'est vraiment, comme je vous dis, là, mon intention, c'était de finir ça puis de commencer quelque chose d'autre. Fait que, bon, ben, merci. Sur ce, on va clore le webinaire. Merci pour la vaste participation. Là, on a eu plus de 90 personnes aujourd'hui en direct, beaucoup de beaux commentaires, de rétroactions. Donc, tout le monde semble apprécier le guide. J'espère qu'il va être utile aussi dans vos pratiques. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.